Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Zoé qui du coup va nous parler de comment elle construit un indicateur biodiversité pour construire un scénario biodiversité sur la plaine ouest de Montpellier. Donc juste un petit point avant que tu commences. Donc comme je l'ai dit, on est sur un stage qui est vraiment un webinaire qui est à mi-parcours du stage de Zoé. Et donc là, l'objectif de l'opération, c'est à la fois de donner une opportunité à Zoé de présenter ses premières avancées, mais c'est aussi l'occasion d'avoir vos avis sur le travail qui est fait et surtout sur ce qui vient pour la suite. L'idée, c'est de nous aider aussi à avancer et puis de recueillir vos avis. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous faire vos remarques et à poser vos questions. Et dernier petit point, il y a des sessions questions-réponses qui sont prévues à l'intérieur de la présentation. Donc, il y a, voilà, donc le format du webinaire, c'est 1 heure et demie où au milieu, il y aura une coupure pour des questions-réponses et enfin à la fin aussi. Voilà, et je laisse la parole à Zoé. Donc, merci Myrto d'avoir introduit tout ça. Donc, bonjour à tous, je vous remercie de vous être connectés, ça fait plaisir et j'espère qu'on pourra échanger sur le travail que j'ai effectué, donc, comme l'a dit Myrto, depuis fin mars. Donc, alors, si le diapo veut bien marcher, c'est bon. Donc, vite fait, une petite slide sur le sommaire. Je vais commencer par une introduction, surtout sur le contexte de mon stage. Après, je vais vous présenter en première partie ce que j'ai réalisé pour faire mon rapport bibliographique que j'ai rendu il y a 2 semaines dans le cadre de mes études et qui était essentiellement basé sur le développement d'un indicateur de biodiversité des territoires agricoles. Donc après cette première partie, il y aura une phase de questions afin qu'on puisse faire une pause un peu dans la présentation et que vous puissiez poser vos questions essentiellement sur la première partie. Et dans la deuxième partie, je parlerai plutôt des scénarios d'évolution de l'agriculture et comment je compte les évaluer à l'aide d'indicateurs pertinents pour la plaine ouest de Montpellier. Sera suivi donc juste d'une micro-partie discussion et après on pourra vous pourrez poser vos questions et faire les remarques sur la deuxième partie et sur la présentation en général. Donc pour l'introduction, comme l'a dit Myrto, je suis en stage de fin d'études ingénieur agronome. Donc mon école se situe à Clermont-Ferrand donc c'est VET AgroSup. Mon sujet de stage, c'est la construction avec les acteurs de scénarios de pratiques agricoles favorables à la biodiversité sur la plaine ouest de Montpellier, aussi appelée plaine de Fabrègue-Poussant. Mais nous, on a gardé le terme plaine ouest de Montpellier pour l'instant et vous verrez un peu pomme sur toutes les slides de ma présentation parce que c'est juste l'acronyme de plaine ouest de Montpellier. Donc, mon stage, il y a 2 objectifs dedans. Donc, construire un indicateur applicable au territoire de la pomme dans une première partie et ensuite concevoir le scénario biodiversité qui s'intègre dans la thèse de Myrto comme elle l'a présenté. Je vais vous présenter un petit peu plus tard, enfin juste après en fait, le schéma des différents scénarios qui ont été développés pour que vous puissiez bien comprendre. Et donc un dernier point, mon stage s'inscrit dans le projet national Bicréative et dans la thèse de Myrto, comme elle l'a précisé avant. Donc voici un premier schéma que j'ai réalisé sur les 3 scénarios qui ont été développés par Myrto. La thèse de Myrto, pour rappeler un petit peu l'objectif, c'est de concevoir avec les acteurs des voies de réduction des pesticides. L'objectif, c'est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires centrés sur la plaine ouest et avec comme levier de coordination entre les acteurs l'élevage. Donc les acteurs, vous allez voir, ils vont intervenir à plein de moments dans ce stage et c'est un peu, comme dit dans l'objectif, c'est construire des scénarios avec les acteurs, donc sur la plaine. Et ils seront sur tous mes schémas, ils seront montrés avec le losange violet que vous pouvez voir sur le schéma. Donc Myrto a d'abord vu un peu, a sollicité tous ces acteurs et avec les pratiques et cultures déjà existantes sur la pomme et les enjeux de celle-ci, elle a dégagé 3 scénarios. Un scénario pleine nourricière, un scénario mosaïque paysagère et un scénario potentiel de l'élevage. Donc dans le premier scénario, l'objectif c'est surtout diversifier les cultures en vue d'un objectif plutôt nourricier. Dans la mosaïque paysagère, c'est plutôt maximiser
les régulations biologiques et maintenir les espaces biodiversité d'un territoire agricole. Et dans le troisième scénario, c'est plutôt complémentarité culture-élevage. Donc, dans ces trois scénarios-là, l'élevage, comme le montre le petit rond marron, c'est vraiment un levier qui va être utilisé à différents niveaux. Et donc, moi, je me concentre surtout sur le scénario 2. Après, l'indicateur que je vais développer, il va être utilisé dans les trois scénarios. Donc, je vais le préciser plus tard, mais il faut qu'il soit utilisable dans ces trois scénarios-là. Et le but, après, avec ces scénarios, c'est d'identifier des pistes d'action faisables avec les acteurs. Donc maintenant, je vais commencer la première partie, donc, qui est centrée, comme j'ai dit, sur mon rapport bibliographique et surtout sur le développement d'un indicateur de biodiversité des territoires agricoles. Dans une première partie, une première sous-partie, je vais définir tous ces termes-là. Donc, qu'est-ce que c'est un indicateur, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, et après, quels sont les enjeux d'un indicateur de biodiversité des territoires agricoles. En deuxième sous-partie, je vais parler un peu des indicateurs qui existent, qui ont déjà été développés et desquels je me suis inspirée. Et ensuite, une troisième partie sur les questions structurantes qui ont été dégagées en étudiant les différents indicateurs existants. Je fais un petit point sur le terme territoire agricole. Donc, on a choisi ce terme-là au lieu de, par exemple, biodiversité des espaces agricoles ou tout simplement biodiversité agricole, parce qu'on voulait vraiment englober tous les paysages qui sont à l'échelle de la plaine ouest de Montpellier et dont les friches qui ne sont pas vraiment un espace agricole, mais qui sont importants pour la biodiversité euh, que va, que va générer, entre guillemets, les espaces agricoles, que vont générer, pardon. Donc, première slide, la définition d'un indicateur. Donc, un indicateur, ça va être un outil qui va communiquer de manière simple une situation plutôt complexe. Ça va être un outil potentiellement pluridisciplinaire. Ce que j'entends par là, c'est que un indicateur, il va être utilisé, nous, dans notre cas, plutôt pour la biodiversité, pour évaluer la biodiversité, enfin, l'impact sur la biodiversité, mais il peut être utilisé dans plein d'autres domaines. Euh, Puisqu'il rend compte, il rend compte notamment de l'impact des activités humaines sur la biodiversité, mais aussi sur d'autres domaines. Un indicateur, il va pouvoir être simple ou agrégé aussi. Donc, un indicateur simple, enfin plutôt un indicateur agrégé, ça va être plusieurs petits indicateurs simples qu'on met ensemble pour faire un indicateur agrégé et qui permet d'identifier, enfin pas d'identifier, mais qui permet d'évaluer plusieurs niveaux. Et un indicateur, il va posséder trois fonctions. Une fonction de simplification. Donc, ça va permettre, en synthétisant les informations pour rendre la situation complexe plus simple, ça va donc permettre la simplification. Ensuite, il y a plutôt un volet communication. Donc, ça va le rendre simple. Donc, il va pouvoir être explicable à plusieurs personnes. Et il va permettre d'une aide à la décision derrière, en vue, par exemple, de préserver la biodiversité dans notre cas. Ensuite, donc, définition de la biodiversité. Donc, la définition qu'on retrouve un petit peu partout, c'est que la biodiversité, elle est en trois niveaux: diversité génétique, diversité des espèces et diversité des écosystèmes. Après, nous, comme on est centré sur le domaine agricole, il y a trois types de biodiversité agricole qui existent. La biodiversité intra-agricole, donc qui est plutôt centrée sur la diversité des races au sein d'une exploitation ou alors des variétés au sein de cultures. La biodiversité para-agricole qui représente la biodiversité, qui représente plutôt les services écosystémiques. Donc on peut retrouver les bio-agresseurs, mais aussi les ravageurs. Et la biodiversité para-agricole qui représente la biodiversité qui va être impactée par l'agriculture, mais qui ne va pas avoir d'impact sur l'agriculture ou qui ne va pas avoir de bénéfices pour l'agriculture. Donc, troisième point, les enjeux méthodologiques d'un indicateur de biodiversité des territoires agricoles. Donc, cet indicateur de biodiversité centré sur l'agriculture, il va rendre compte de l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité. Il va aider à la mise en place de plans d'action, donc par exemple pour préserver la biodiversité
on va utiliser les indicateurs pour voir un petit peu l'état de santé de la biodiversité et voir l'impact que les pratiques agricoles peuvent avoir sur cette biodiversité, ce qui va nous aider ensuite à mettre en place des plans d'action, par exemple pour préserver la biodiversité. Et l'indicateur peut également rendre compte de l'efficacité de ce plan d'action en faisant une deuxième mesure, par exemple, après que le plan d'action soit mis en place, voir si ça a eu un effet ou pas, et auquel cas il faut le modifier ou le garder. Maintenant, je vais vous parler des typologies existantes d'indicateurs, parce qu'il y a plusieurs typologies. Donc, il y a, donc, premièrement, enfin, donc j'ai mis du Present State Response aux effets mesurés, causes et effets prédictifs. Donc ça, c'est 3 types d'indicateurs. Et en passant par les indicateurs indirects et directs. Donc le Present State Response, c'est une typologie qui a été développée par l'Agence européenne de l'environnement et qui est basée sur une idée de chaîne de cause à effet où on va avoir des effets directs qui sont, et des effets indirects qui résultent d'une cause, donc sur la biodiversité. Par exemple, un indicateur de pression, ça va être des systèmes d'exploitation, des pratiques agricoles, par exemple le nombre de labours ou la quantité d'intrants qui est appliquée. Un indicateur d'état, ça va plutôt être, ça va plutôt permettre d'évaluer la qualité et la quantité d'habitat naturel, donc ça va plutôt être des mesures directement sur le terrain. Et indicateur de réponse, ça va être plutôt des outils d'aide à la décision et de réglementation. Cette typologie-là, elle a quelques limites. Donc, ces limites ont été mises en lumière surtout par Christian Boxtaller. Et une de ces limites, c'est qu'un même type d'indicateur, donc par exemple un indicateur de pression, il peut regrouper des indicateurs dont l'origine des données est très variable. Donc par exemple, ça peut regrouper des indicateurs, par exemple les indicateurs de type indicateur de pression, ils peuvent regrouper des, des, enfin, ça peut être des indicateurs d'émissions, et c'est des émissions de carbone, par exemple, qui sont mesurées directement sur le terrain, mais aussi un indicateur de l'extivation des nitrates. Ces données-là vont provenir plutôt d'un modèle et encore des indicateurs dont les données vont provenir directement des agriculteurs. Donc l'origine est assez variable, ce qui rend le type d'indicateur pas très homogène. Et également, la limite qui a été soulignée par Christian Boxtaller, c'est que en réalité, il n'y a pas toujours une chaîne de cause à effet, que ce n'est pas aussi linéaire. Et du coup, derrière, il a proposé une deuxième typologie qui est la typologie effet mesuré, cause et effet prédictif, pardon, où là, l'origine des données est plus homogène. Par exemple, excusez-moi, je reprends juste vite fait mes notes. Donc, les indicateurs d'effet mesuré, ça va plus ou moins correspondre aux indicateurs d'état. Donc, c'est vraiment des indicateurs qu'on mesure sur le terrain qui vont être, par exemple, la quantité de vers de terre dans le sol, l'activité biologique du sol. C'est des indicateurs en fait de richesse spécifique. Ensuite, les indicateurs de cause. Donc, ça va être des indicateurs qui sont basés sur une ou plusieurs variations de pratiques agricoles ou de milieux. Donc là, c'est plutôt, par exemple, le pourcentage d'infrastructures agroécologiques, le nombre de passages de labour, le nombre de travail du sol. Et le troisième indicateur, donc l'indicateur d'effet prédictif, lui, il va résulter plutôt de modèles qui peuvent provenir de travaux de recherche. Et oui, aussi, j'ai oublié de parler de la typologie indirecte-indirecte. Mais en fait, c'est la dernière typologie que j'ai présentée, donc les typologies d'indicateurs effets mesurés, causes, effets prédictifs. Ils vont s'inscrire dans cette typologie directe-indirecte, puisque les effets mesurés, ça va être
des indicateurs directs, parce qu'ils sont directement mesurables. Et les effets de cause et d'effets prédictifs, ça va plutôt être des indicateurs indirects, puisqu'ils vont être mesurables par exploitation de données. On passe maintenant à la partie des indicateurs existants. Donc, il y a 4 indicateurs que j'ai étudiés qui ressortent beaucoup dans plusieurs articles. Donc, les indicateurs de l'association Noé, l'indicateur de biodiversité NIVA, l'indicateur IBIO et l'indicateur BioSyscan. Les indicateurs des fiches, enfin de l'ONG Noé, donc elle a été développée par le club Agatha de l'ONG Noé avec plusieurs experts. Et ces experts, par expert, j'entends plutôt les agriculteurs, des chercheurs, des naturalistes, mais aussi des coopératives et des négoces, puisqu'ils se sont focalisés surtout sur la filière végétale et ils ont inclus vraiment tous les acteurs de la filière pour que les fiches soient très précises. Et l'objectif de ces indicateurs, c'est de mesurer les impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité. Ces fiches, donc en fait, c'est 14, ça représente 14 indicateurs, donc une fiche par indicateur. Et c'est des notices qui sont très détaillées, où on a la présentation de l'indicateur, la méthodologie, comment on applique cet indicateur, comment on l'interprète. Et c'est vraiment fait pour une application directe sur le terrain. Ensuite, ouais, ces indicateurs-là, c'est plutôt des indicateurs simples, comme le taux de couverture des sols en hiver, par exemple, ou comme le taux de vers de terre dans les sols. L'indicateur de biodiversité NIVA, donc, il a été développé par Poxtaler, Sirami et Desaiger. Et lui, il évalue plutôt les effets des pratiques agricoles au sens large sur la biodiversité, en se servant de la télédétection, donc des données plutôt satellites. Et cet indicateur de biodiversité-là, c'est un indicateur pour le coup agrégé, alors qu'avant les fiches Noé, c'était plutôt des indicateurs simples. Et c'est des indicateurs de multidiversité qui vont être calculés au niveau du paysage. L'indicateur IBIO, donc il a été développé par Emma Soulet et al. Et il va évaluer l'influence du paysage et des pratiques agricoles sur la biodiversité. Donc on a aussi là cette dimension plutôt paysage comme dans l'indicateur NIVA. Et l'indicateur de biodiversité, l'indicateur IBIO, pardon, c'est un indicateur de biodiversité qui est agrégé à l'échelle du groupe, à l'échelle de plusieurs groupes taxonomiques. Et la particularité, c'est que ça prend en compte les effets indirects euh, des pratiques agricoles sur les ressources trophiques. Donc, par exemple, un indicateur qui va avoir un effet indirect sur une espèce en impactant sa source de nourriture. Et le dernier, donc l'indicateur BioSyscan, qui est développé par Dalla Porta, Bono et Boxtaller. Donc, il évalue, lui, l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité. Il reste assez général. Et c'est un indicateur de biodiversité aussi agrégé. Donc, les 3 derniers sont des indicateurs de biodiversité agrégés. Et l'indicateur BioSyscan, il va l'être à l'échelle de groupes d'espèces. Donc, j'ai étudié, enfin là, je vous ai présenté vraiment succinctement ces 4 indicateurs et ça m'a amené à formuler plusieurs questions structurantes et que j'ai également retrouvé ces questions-là dans d'autres articles. Ces questions structurantes, c'est des questions à répondre avant de construire un indicateur et ça amène vraiment à être sûr de ce qu'on cherche et à construire un bon indicateur. Donc, première question, quels sont les acteurs ciblés et les finalités de l'indicateur? Donc, par acteurs ciblés, Dalla Porta et al., on a identifié 4, donc les commanditaires, les concepteurs, les applicateurs et les bénéficiaires. Et les finalités, il y en a 3 qui ont été retrouvées. Enfin, les 3 que j'ai le plus retrouvées, c'était l'aide à la décision, l'apport de connaissances et la communication. Ensuite, deuxième question, donc, quelles sont les questions clés et objectifs de l'indicateur? Quelle est l'échelle spatiale et temporelle de l'évaluation? Quelle est la disponibilité des données? Donc, est-ce que c'est des données assez faciles à obtenir ou donc qui sont génériques ou des données qui sont assez difficiles à
obtenir et qui sont plutôt spécifiques. Et avant-dernière question, quelle est la typologie des indicateurs? Donc, dans la typologie que j'ai citée précédemment. Et si l'indicateur est un indicateur agrégé et ou pondéré, on reviendra sur ça. Quelle méthode est utilisée? Et enfin, quelle biodiversité est ciblée? Parce que c'est important aussi de définir bien la biodiversité à laquelle on s'intéresse. Donc, les prochaines diapos, ça va être des diapos de réponse à ces questions-là. Et donc, il y a en premier niveau la réponse des indicateurs existants à ces questions. Et ensuite, moi, les réponses pour l'indicateur que je vais faire pour la plaine ouest, les réponses que j'ai apportées. Donc, je ne les ai pas toutes encore. Mais il y en a qui sont un peu en suspens, mais ça va être précisé prochainement. Donc, commanditaire et concepteur, je les ai regroupés ensemble parce que c'est souvent la même chose. Euh, enfin, c'est souvent la même chose et j'ai pas été trop dans le. Enfin, j'ai pas tout précisé non plus. Donc, pour l'indicateur NIVA, IBIO et Biosyscan, c'est le commanditaire, c'est les chercheurs. Et les fiches Noé, c'est également les chercheurs, mais également des ingénieurs agronomes, des conseillers agricoles. Et nous, pour l'indicateur, enfin pour l'indicateur que je vais développer, c'est plutôt les chercheurs, le commanditaire et concepteur. Applicateur, on retrouve souvent les mêmes applicateurs, donc les experts naturalistes, les institutions agricoles, les chercheurs et les agriculteurs en plus pour les fiches de l'association Noé. Euh, et moi, donc, je me suis dit que ça allait être sûrement les chercheurs, donc l'INRAE, et pourquoi pas les experts naturalistes à voir. Ensuite, bénéficiaires, donc pour tous les indicateurs existants, j'ai identifié les mêmes bénéficiaires, donc les agriculteurs, les institutions agricoles et les experts naturalistes. Et dans mon cas, ce sera surtout les agriculteurs pardon, et les experts naturalistes. Ensuite, donc les finalités. Pour tous les indicateurs, c'est souvent de l'aide à la décision ou de l'apport de connaissances. Ça va également être le cas pour le mien. Mais on a également précisé une troisième possibilité qui est l'identification des pistes d'action, parce que c'est vraiment la finalité qu'on veut obtenir à la fin du scénario. Ensuite, donc, question clé. Donc, j'ai donné plusieurs exemples pour les indicateurs existants. Donc, pour les fiches Noé, c'est surtout comment mesure-t-on les impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité, ou encore pour IBIO, quel est l'impact des pratiques culturelles et l'influence des caractéristiques du paysage sur la biodiversité globale à l'échelle d'un groupe d'espèces, enfin deux groupes d'espèces. Pour, notre indicateur, ce sera, enfin la question clé identifiée, c'est quels sont les impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité agricole associée. J'ai oublié de préciser, la biodiversité associée, c'est de la biodiversité agricole qui comprend la biodiversité para-agricole et extra-agricole que j'ai présentée précédemment. Et donc, on a précisé dans la question clé sur la plaine ouest de Montpellier, puisque c'est le territoire auquel on s'intéresse. Ensuite, les objectifs, pareil, j'ai donné quelques exemples. Je n'ai pas fait pour tous les indicateurs pour cette case-là. Donc, c'est surtout l'objectif des fiches Noé, c'est de faire un diagnostic de l'état de la biodiversité et de s'assurer de l'efficacité d'un plan d'action et aussi de, de mettre en place des plans d'action et de voir lesquels on peut mettre en place. Ensuite, pour Niva et Bio, par exemple, c'est prédire l'impact de la gestion des pratiques et l'influence du paysage sur la biodiversité globale à l'échelle de différents taxons. Nous, pour notre indicateur, ça va plutôt être identifier les enjeux biodiversité de la plaine, identifier les indicateurs à utiliser, les indicateurs simples pardon, à utiliser, identifier les contraintes du territoire et identifier les pratiques agricoles favorables à la biodiversité. Ensuite, donc, pour l'échelle spatiale, je me suis concentrée surtout sur l'échelle spatiale plutôt que l'échelle temporelle parce que l'échelle temporelle, nous, on va pas trop on va pas trop en parler, on va surtout être sur l'échelle spatiale. Et donc, pour les fichiers de Tiscan, on va être plutôt sur une échelle parcelle et exploitation, tandis que Niva, on va surtout être sur une échelle territoire. Nous, on va être sur une échelle territoire, mais aussi parcelle,
puisque les scénarios, ça va être des pratiques des cultures et leur mode de conduite, et ça va plutôt être une échelle plutôt parcelle. Ensuite, disponibilité des données. Donc, sur les 4 indicateurs, on a tous les types de données qui sont utilisées. Donc, surtout des données génériques pour Niva et IBIO, des données génériques et spécifiques pour BioSyscan et des données quasi que spécifiques pour Noé. Nous, ça va être des données génériques et semi-spécifiques parce on va pas aller sur le terrain même pour prendre des données. Ensuite, donc les dernières questions. Donc les typologies d'indicateurs et si c'est agrégé et ou pondéré. Donc pondéré, c'est en fait si les indicateurs simples, on les agrège, donc c'est on les assemble et ça nous fait un indicateur global. On peut aussi pondérer cette agrégation et dire qu'il y a un indicateur qui est plus important qu'un autre si on veut faire ressortir un enjeu qui est plus important qu'un autre. Et donc ça, j'ai vu qu'il y a il y a deux méthodes principales qui sont utilisées dans les indicateurs existants. Donc c'est la méthode Contra et la méthode Dexy, mais j'y reviens après, je parle juste des typologies d'indicateurs avant. Donc l'indicateur NIVA et BioSyscan donc, utilisent surtout des indicateurs agrégés prédictifs. Donc on remarque que les indicateurs développés surtout pour la recherche et par des chercheurs sont souvent prédictifs. Enfin, en tout cas sur les 4 mois que j'ai étudiés. Et les fiches Noé, eux, ils ont des indicateurs simples simples d'effets mesurés, pardon, et des indicateurs de cause. Nous, ce sera également un indicateur prédictif plutôt. Et ensuite, on en vient aux méthodes d'agrégation et de pondération. Donc, il y a deux méthodes qui sont utilisées pour les indicateurs agrégés, donc qui sont les indicateurs NIVA, IBIO et BioSyscan. Et ces deux méthodes, elles permettent une agrégation puis une pondération. Nous, on va faire de l'agrégation puisque notre indicateur va être agrégé, mais on sait pas encore, on va probablement faire de la pondération, mais on ne s'est pas encore trop penché sur le comment, donc c'est à explorer, mais je pense qu'on s'inspirera surtout d'une de ces deux méthodes-là. Et pour finir, la définition de la biodiversité. Donc, pour tous les indicateurs, c'est la biodiversité des espèces qui est étudiée. Et par exemple, l'indicateur, c'est l'indicateur IBIO non, NIVA qui s'intéresse à 7 taxons spécifiques. BioSyscan qui va s'intéresser à 2 et IBIO qui va s'intéresser à 5 taxons spécifiques. Et seulement dans l'indicateur BioSyscan, la biodiversité para extra-agricole est précisée. Donc nous, on va aussi s'intéresser à la biodiversité des espèces et comme à BioSyscan, à la biodiversité para et extra-agricole. On a fini pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Ça a peut-être été un peu flou, c'est une partie pas facile à expliquer. Donc, je vous laisse poser vos questions si vous avez des questions. Ok, peut-être dans le chat. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Ouais, ou sinon juste un petit... Ah non. Oui, pour pas que ça... quelque chose, je ne sais pas si ça va lancer les remarques, mais je ne sais pas si dans l'audience, vous pensez à d'autres indicateurs biodiversité qui vous semblent différents, mais qui peut-être peuvent avoir une utilisation intéressante à l'échelle du territoire. Ou bien peut-être si dans cette idée de comment on fait pour pondérer les différents indicateurs simples en indicateurs agrégés, si vous avez des idées de comment ça se fait, sachant que nous, ce qui est plutôt envisagé là, c'est de partir de données issues d'entretiens avec des experts, dont agriculteurs, pour voir comment ces acteurs-là, dont certains et certaines sont présents dans le webinaire, pour voir justement comment on priorise entre les différentes espèces à protéger sur le territoire. Mais je ne vois pas de questions. À mon avis, il y en aura plus quand on va parler de l'application.
Donc on peut continuer. Ok, donc on enchaîne sur cette deuxième partie. Si mon ordi veut bien marcher, c'est bon. Donc, deuxième partie, plutôt sur l'évaluation des scénarios d'évolution de l'agriculture, donc les scénarios de pratique agricole, à l'aune d'indicateurs pertinents sur la plaine. Donc, c'est une partie où on va plus se focaliser sur la plaine ouest de Montpellier. Donc, en première partie, je vais vous présenter l'outil de scénarisation Coquelicot, qui va être l'outil qu'on va utiliser et ce pourquoi je développe aussi un indicateur pour pouvoir l'utiliser dans l'outil. Ensuite, on verra les premiers enjeux que j'ai identifiés sur la plaine ouest de Montpellier via la biblio, mais aussi via des entretiens que j'ai déjà effectués avec les acteurs du territoire. Et ensuite, je vous présenterai la stratégie terrain. Donc, c'est un peu la partie où je dis, je vais vous dire ce que j'ai prévu de faire dans les prochaines semaines qui arrivent. Donc, voici un schéma qui fait peut-être un peu peur comme ça, mais il est plutôt simple. Donc, Coquelicot, c'est un outil de scénarisation qui a été développé par l'INRAE. Et donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour arriver à l'objectif qui est représenté par le petit carré en bas où il y a du orange et du vert. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des assolements de différentes cultures et de modes de conduite pour le territoire. Donc, Myrto a choisi plusieurs cultures. Donc, il y en a 7 que je les retrouve juste. Je les ai perdues. Elles sont où? Ah, c'est là, c'est bon. Donc, céréales, vignes, prairies, protéagineux, légumineuses fourragères, maraîchage et friches. Et donc, à ces cultures, il y a des modes de culture qui sont associés, donc avec du conventionnel marge plus, conventionnel marge moins, bio marge plus, bio marge moins, et un mode élevage plus. Et donc avec ça, il y a un premier assolement qui a été réalisé par Myrto qui représente ce qui se passe actuellement sur la plaine ouest. Donc c'est pas une représentation spatiale, c'est vraiment plutôt une représentation de combien il y a d'hectares de vignes en marche plus, en conventionnel marche plus par exemple, combien d'hectares de céréales en conventionnel marge moins. Et donc l'idée c'est d'appliquer ensuite des indicateurs et des contraintes du territoire à cet assolement pour avoir un assolement final qui va, donc dans le cas du scénario 1, plutôt avoir un objectif nourricier, dans le cas du scénario 2, plutôt un objectif préservation de la biodiversité, et dans le cas du scénario 3, plutôt avoir un objectif élevage. Donc, étape 1 et 2, c'est déjà fait par Myrto. Donc, étape 2, c'est la construction d'une matrice qu'on va appeler M1 et où on va retrouver donc les cultures X modes de conduite. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans le premier tableau où donc, il y a le céréal qui est la culture, X le mode de conduite, le conventionnel, marge plus. Et donc, dans cette première matrice, l'idée, c'est aussi de développer les itinéraires techniques de chaque culture X mode de conduite. Donc, pour des céréales en conventionnel marge plus, quel travail du sol est fait, quelle unité de travail il y a, quelle est la période de fauche ou de moisson pour les céréales. Et ensuite, donc l'idée, c'est de lier ces pratiques agricoles avec la biodiversité. Donc c'est là que je vais développer mon indicateur biodiversité, mais que aussi Myrto va développer d'autres indicateurs, donc par exemple un indicateur alimentaire, un indicateur économique. Et les acteurs vont intervenir pour ma part ici, puisque pour construire mon indicateur biodiversité, il faut d'abord que j'identifie les enjeux du territoire pour savoir quelles espèces sont importantes sur le territoire et comment les pratiques agricoles les impactent. Et avec ça, je vais ensuite faire une deuxième matrice, M2, qui est le deuxième tableau que vous voyez, où donc je vais décomposer mon indicateur biodiversité globale avec les indicateurs simples que j'aurais choisis. Donc j'ai mis par exemple un indicateur ver de terre, un indicateur outarde canepetière. C'est des exemples, c'est pas encore sûrement qu'ils vont être là, mais c'est pas encore fixé. Et donc l'idée avec les entretiens et avec la biblio, c'est d'ensuite dire, ben, par exemple, les céréales en conventionnel marge plus, il y a, admettons,
un labour et de travail du sol superficiel, et ben c'est un score 0 pour les vers de terre. Donc ça va impacter beaucoup les vers de terre. C'est des exemples, ce que je dis. Et comme ça, je vais pouvoir inscrire en fonction des pratiques agricoles, enfin, de l'impact des pratiques agricoles sur les espèces que j'aurais choisies, donc sur les indicateurs. Enfin, l'indicateur va nous donner en fait un score. Et ces scores, après, je vais les additionner, enfin, je vais les agréger pour donner l'indicateur de biodiversité globale. Et c'est à ce moment-là aussi que je vais pondérer ou pas selon ce qu'on va choisir. Et donc à la fin, j'aurai mon indicateur de biodiversité globale qui, dans le cadre de mon scénario de pratique agricole, devra être maximisé et pour ensuite en fait avoir l'assolement qui est le plus favorable à la biodiversité et tout en prenant en compte les indicateurs qui sont à côté aussi, par exemple l'indicateur économique pour que les scénarios restent quand même, ils restent pas réels mais proches de la réalité, réaliste, ouais. Euh, Ça, et donc l'étape 4, c'est également auprès des acteurs d'identifier les contraintes du territoire, afin aussi de rendre les scénarios réalistes. Par exemple, s'il y a des zones humides importantes sur la plaine ouest, c'est important de les faire transparaître dans le scénario. Et donc ça peut être une contrainte du territoire, ou alors tant de mètres linéaires d'infrastructures, enfin et donc ça pourra être intégré dans le scénario, par exemple en disant que ça va être des prairies sur lesquelles on ne fait rien, quoi. C'est juste pour dire que ben voilà, il y a ces hectares-là de surface en zone humide qui sont importantes, mais il n'y a rien qui est fait dessus parce que ce n'est pas des cultures. Donc une fois ces contraintes identifiées, donc le scénario va pouvoir être construit et lancé. Et après, on obtiendra donc un assolement avec tant de pourcentage de vignes, enfin un assolement qui dira ouais, tant de pourcentage de culture avec ce mode de conduite-là. Et le but ensuite, c'est de discuter ces assolements-là avec les acteurs du territoire afin de voir si ça leur semble, si ça leur semble réaliste, ce qu'ils en pensent, et ensuite d'améliorer ces scénarios derrière avec du coup leur avis. Donc, deuxième partie, donc c'est les premiers enjeux que j'ai identifiés sur la plaine ouest. Après, avec la biblio et surtout avec les premiers entretiens que j'ai eus, notamment avec la métropole de Montpellier et plus précisément le service Natura 2000 et le conservatoire d'espaces naturels également. Donc, un premier enjeu qui est très présent, c'est l'enjeu euh, ressources alimentaires pour la préservation des populations avicoles. Et la plaine ouest de Montpellier est, est une zone de protection sensible pour les oiseaux. Et donc, il y a plusieurs espèces occupant différents milieux. Donc, on a des espèces plutôt milieu ouvert où il va y avoir l'outarde canepetière qui fait l'objet d'un PNA, d'un plan national d'action. Le busard cendré, le faucon cresserellette également qui fait l'objet d'un plan national d'action. Le cirquette Jean Leblanc, le pipit rousseline et le bruant proyer. Ensuite, il va y avoir plutôt des espèces milieu arboré, donc plutôt dans les vergers, les haies, avec la pégrièche à tête rousse, qui fait aussi l'objet d'un PNA. Puis un troisième milieu que j'ai identifié, qui est le milieu plutôt vigne, avec prairies, friches, garrigues dégradées, ou plutôt dégradées à proximité. Donc là, on voit un peu déjà la mosaïque agricole qui est nécessaire pour certaines espèces, dont le Dicneum criard, le roulier d'Europe et la pygrièche méridionale, qui fait également l'objet d'un PNA. Après, il y a un autre enjeu qui est la préservation de populations de reptiles. Le premier milieu que j'ai identifié, c'est le milieu ouvert permanent. Et on a notamment le lézard osselet qui fait aussi l'objet d'un PNA, et le lézard des murailles. Puis l'enjeu préservation de populations d'insectes. Donc là, les informations sont encore à creuser. Enfin, dans tous les cas, elles sont à creuser puisque c'est que des premières informations que j'ai et je vais compléter par des entretiens les prochaines semaines. Mais pour les insectes, j'ai pas énormément d'infos pour l'instant. Donc je sais qu'il y a les odonates qui font également l'objet d'un PNA et l'archyptère languedocienne
qui a été une espèce qui a été choisie pour une trame sur milieu ouvert, il me semble. Et troisième enjeu, pardon, plutôt l'enjeu de préservation de la flore, puisqu'il y a une flore assez particulière sur la plaine ouest. Pareil, j'ai pas encore assez d'infos pour vous les communiquer, mais ça ne saurait tarder. Et donc les dernières informations que j'ai eues pas plus tard que cette semaine. Donc c'est la première, enfin c'est les pratiques agricoles qui vont être favorables à l'outarde. Donc c'est là que je fais le lien, donc pratiques agricoles, préservation de la biodiversité. Donc les informations que j'ai obtenues, c'est que par exemple l'outarde, il lui faut une fauche tardive, donc une fauche plutôt mi-août pour qu'elle ait le temps de nicher et puis d'élever les petits. Ensuite, plutôt un couvert de légumineuses et de graminées avec 30 cm de hauteur pour la nidification, mais également un couvert non spécifique, pas trop haut, il y a pas encore il y a pas de données là-dessus, plutôt pour la reproduction là, et pas d'utilisation d'intrants. Là, on retrouve l'enjeu ressources alimentaires puisque les intrants euh, vont être nocifs pour les insectes dont elles se nourrissent. Donc, ces pratiques agricoles favorables, c'est également à compléter et à creuser pour toutes les autres espèces. Euh, et les informations que l'équipe du Natura 2000 m'a données, c'est des informations qui sont pas statuées. Enfin, ils m'ont dit que c'était pas statué, donc ça peut varier selon les régions. Donc, s'il y a pas les mêmes, enfin, si certains de vous n'ont pas les mêmes infos, ça peut être normal. Voilà. Et donc ma stratégie terrain maintenant. Donc c'est surtout en fait quelle personne enfin quel organisme j'ai prévu de voir et les thématiques des questions que j'ai prévu de leur poser. Donc tous ces entretiens, ouais, c'est dans l'objectif de vraiment identifier les enjeux du territoire et les liens de pratiques agricoles, préservation de la biodiversité, et aussi donc tout ce qui est contrainte du territoire. Donc je vais sûrement faire des allers-retours entre les acteurs puisque ben, l'indicateur il s'affine de jour en jour et il y a des fois je n'ai pas encore les réponses, enfin j'ai pas encore des questions qui vont arriver plus tard après l'entretien. Euh, donc les organismes que j'ai prévu de voir, donc on a le Conservatoire d'espaces naturels, donc le CEN, les écologistes de Leusière, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, le CDC biodiversité et plusieurs agriculteurs, bien évidemment. Donc des vignerons, des céréaliers, des maraîchers de la plaine, mais également des agriculteurs qui sont positionnés plutôt dans le sud-est, donc à Villeverac, Montagnac et Moggio, puisque c'est des territoires qui ressemblent à ceux de la plaine ouest de Montpellier. Donc c'est bien d'avoir plusieurs informations aussi, enfin de recouper plusieurs informations. Donc pour le Seine et les écologies de Leusière, donc je vais surtout poser des questions sur les enjeux biodiversité de la pomme, les pratiques agricoles favorables ou non favorables aux espèces et les paramètres de l'impact des pratiques sur les cycles biologiques des espèces. Donc, par exemple, combien d'hectares de prairie a besoin une espèce, tous ces petits paramètres-là qui vont me permettre derrière de pouvoir dire ben, le labour, ça impacte de telle manière, par exemple, les vers de terre, et donc je peux donner un score de 0. Ces paramètres vont me permettre de construire les échelles de score. Ça, et ils vont également, le Seine et les écologistes de Leusière, enfin, je pense aussi également m'entretenir avec eux sur plutôt les contraintes du territoire, puisqu'ils travaillent dessus. Ensuite, le centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Donc là, ce sera plutôt des enjeux biodiversité du sol sur lesquels je vais les contacter, pour lesquels je vais les contacter. Donc l'impact des pratiques agricoles sur donc cette biodiversité du sol, celles qui sont favorables et non favorables, et pareil des paramètres de ces impacts sur les cycles biologiques des espèces. La LPO, ça va être un peu dans les mêmes thématiques, sauf que du coup, ça va être plutôt les populations avicoles. Le CDC biodiversité, donc ça va être
ça va être plutôt sur les mesures compensatoires pour l'outarde caneputière, mais pas que, enfin, sur des mesures compensatoires qui ont été faites, et sur les mesures qu'ils ont mises en place sur le territoire pour préserver la biodiversité. Et enfin, les agriculteurs, donc c'est surtout les pratiques réalisées, leur itinéraire technique, s'ils peuvent me le donner, la connaissance de l'impact de leurs pratiques sur telle ou telle espèce, mais également s'ils ont un engagement dans des dispositifs de préservation de la biodiversité. Et en fonction du moment où je vais faire ces entretiens, j'aimerais également leur présenter les indicateurs simples auxquels je pense, voir avec eux, voir avec eux si ça leur semble pertinent et avoir leur retour. Donc pour finir, une discussion très brève et sur laquelle on enclenchera les questions. Donc, ce qui me reste, c'est plutôt des points sur ce qui me reste à faire et ce qui va être un peu difficile, je pense. Donc, statuer le système d'évaluation des indicateurs, donc avec les scores dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi identifier la méthode d'agrégation à utiliser, puisque les deux méthodes dont j'ai parlé, enfin, elles ne sont pas encore elles sont pas encore très claires pour moi, il faut que j'approfondisse un peu, mais également la pondération, si on en fait une, comment on la fait, et bien expliquer les choix qu'on fera. Et ensuite, troisième point que j'ai identifié, c'est la construction de guides d'entretien pour les agriculteurs. Donc, comment je vais aborder les questions des préservations des espèces avec eux, les pratiques agricoles favorables ou défavorables avec eux. Donc, voilà. Et